Bien avant la pandémie de la COVID-19, la santé mentale des jeunes se détériorait, hein. Ça, c'est vrai dans plusieurs pays du monde. Et ici, ce sont des données américaines qui montrent le pourcentage de jeunes qui ont fait une tentative de suicide et qui ont pensé au suicide en 2009 et en 2019. Ce sont des adolescents. Donc, en 2009, 6% des jeunes avaient fait une tentative de suicide dans la dernière année. Ça a augmenté à 9% en 2019. Et l'idée suicidaire sérieuse est passée de 11% à 19% entre 2009 et 2019. Et on a des données canadiennes aussi du Canadian Community Health Survey qui vont dans le même sens. Maintenant, 2020, la pandémie et surtout les mesures en fait qui ont résulté ont bouleversé la planète entière, ont bouleversé la vie des jeunes et on est encore plusieurs à s'inquiéter davantage sur les conséquences de la pandémie sur la santé mentale des jeunes. Et là, c'est une question de recherche qui a mobilisé les scientifiques parce qu'il y a des milliers d'études qui ont été menées pour essayer de mesurer l'impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes. Et là, il y a tellement d'études, quant à moi, que ça crée de l'interférence et le signal est difficile à détecter. Parce que la majorité des études vont être transversales, sont menées sur des échantillons de personnes recrutées sur Internet. Puis parfois, la santé mentale a été évaluée de façon rétrospective. C'est-à-dire, croyez-vous que votre santé mentale, depuis la pandémie, est restée pareille, s'est détériorée ou s'est améliorée? C'est des études qui sont importantes parce que c'est des études qui ont dû être produites rapidement au début de la pandémie pour informer en fait la santé publique sur ce qui se passait. Mais c'est des études qui comportent des biais aussi. Et dans un monde idéal, pour bien mesurer les conséquences de la pandémie sur la santé mentale, ce qu'il faut, c'est des études qui possèdent, qui ont collecté des informations sur la santé mentale à plus d'une reprise, avant la pandémie versus pendant la pandémie ou à plusieurs moments de la pandémie, disons dans les 3 premiers mois versus un an plus tard. Et ces études-là, ce sont des études longitudinales qui suivent les mêmes participants à travers le temps ou des études transversales répétées, c'est-à-dire où on mesure la santé mentale dans un échantillon comparable à travers le temps. Avec mes collègues, dont le docteur Nicolas Chady, qui est pédiatre, qui est chercheur, qui est aussi co-directeur de l'axe santé mentale à l'OPEZ, on a rédigé l'an passé un commentaire pour essayer de faire état des connaissances sur la santé mentale des jeunes pendant la première vague, et en se basant sur les études longitudinales ou les études transversales répétées. Nos constats sont que, à ce moment-là, les études qui comparaient les niveaux pré-pandémiques avec les niveaux de santé mentale pendant la pandémie étaient vraiment rares. Et les résultats des quelques études étaient mixtes. Certaines études ne montraient pas de changement, d'autres montraient une détérioration, comme on s'y attendait, et d'autres même une amélioration. On a aussi constaté qu'il y avait peu d'études chez les enfants de moins de 12 ans et c'est un constat qui demeure encore aujourd'hui. Là, on sait peu de choses sur la santé mentale des enfants et il y avait peu d'études canadiennes. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 études réalisées depuis l'an dernier, là, qui sont encore préliminaires, mais qui visent à mesurer les changements dans la santé mentale des jeunes. Donc, je l'ai mentionné, mais je le rappelle encore, des études pas encore publiées, donc pas révisées par les pairs. Les résultats, je pense qu'ils sont très informatifs, mais peuvent encore changer dans le futur. Donc, la première étude, c'est une étude sur la santé mentale des jeunes adultes. Et là, pourquoi les jeunes adultes? Là, on parle des jeunes. Je pense que c'est important aussi de bien comprendre, de bien comprendre ce qui se passe pour la santé mentale des jeunes adultes parce que c'est un groupe là, qui est identifié comme vulnérable. C'est une période de transition entre l'adolescence, la vie adulte et où les problèmes de santé mentale se font sentir. Et aussi, on a la cohorte idéale là, pour mesurer la santé mentale, les changements dans la santé mentale chez les jeunes adultes. Et cette cohorte-là, c'est l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec. C'est une étude qui est menée
menée par l'ISQ. C'est une cohorte de naissance représentative de la population, en fait, des jeunes nés au Québec entre 97 et 98. Donc, on est en population générale. Au départ, il y avait 2120 enfants dans la cohorte. Puis, comme toutes les études longitudinales, il y a eu une perte de vue des participants à travers le temps. Là. Les résultats dont je vais parler aujourd'hui sont basés sur un maximum de 1384 jeunes avec un taux de rétention de 65 mais dans toutes les analyses présentées, en fait, on utilise des poids échantillonnaux pour justement compenser là, pour la perte de certains participants. Donc, dans cette étude, l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, on a des informations sur la santé mentale mesurées à 3 reprises. C'est un échantillon longitudinal avec des instruments validés. La dépression, l'anxiété et les idées et les tentatives de suicide. On a l'information avant la pandémie, donc hiver-printemps 2018, les jeunes avaient 20 ans. L'information pendant la pandémie, pendant l'été 2020, 4 mois après le début de la pandémie, les jeunes avaient 22 ans. Et on a aussi collecté des informations l'hiver, printemps dernier, alors que les jeunes avaient 23 ans. Avec mon étudiante de doctorat, Kaya Watkin-Martins, on a publié un premier où on a regardé les changements avant la pandémie versus été 2020. Puis dans cet article-là, en fait, on n'a pas trouvé beaucoup de changements, là, rien de marquant. Les jeunes, à ce moment-là, avaient été résilients. On avait observé une légère augmentation là, des symptômes dépressifs pour les jeunes vivant seuls, mais grosso modo, là, ça allait bien. Ça allait bien, puis les jeunes aussi n'étaient pas trop préoccupés là, par l'impact de la pandémie là, sur leur diplomation, sur le fait d'avoir ou non un emploi ou le fait de manquer d'argent pour survenir à leurs besoins. Donc, en général, les jeunes étaient confiants. Par contre, lorsqu'on regarde les données, 1 an après la pandémie, on obtient une histoire complètement différente. Et là, je vous présente les résultats d'une étude qui est en cours et qui est menée par mon collègue, le docteur Jean-Philippe Gouin, qui est professeur de psychologie à l'Université Concordia. Donc, sur la figure, ce qu'on voit, c'est l'évolution des symptômes dépressifs mesurés par le CESD à travers le temps. Et c'est assez clair qu'après 1 an de pandémie, les symptômes dépressifs avaient augmenté par rapport là, au niveau pré-pandémique. On a aussi calculé la proportion des jeunes qui avaient des problèmes dits sévères. Qu'est-ce que ça veut dire sévère? En fait, c'est la proportion des jeunes qui obtiennent un score là au-delà d'un seuil, ici le seuil 21. Et on a observé un patron de résultats similaires avec ce qu'on observe là lorsqu'on regarde les symptômes dépressifs de façon continue. En 2018, il y avait 6 des jeunes qui avaient des symptômes de dépression dits sévères et ça a augmenté à 9 en 2021. On a aussi répété l'exercice pour les problèmes de dépression dits modérés, c'est-à-dire des symptômes de dépression plus élevés, on va dire, que la normale, mais moins élevés que les niveaux sévères. Et là, pour la dépression, on n'a pas vu de changement dans la proportion des symptômes dépressifs modérés. Ici, cette figure illustre les symptômes anxieux pendant la pandémie et on voit, comme pour la dépression, là, une augmentation, mais une augmentation très, très marquée des symptômes anxieux après 1 an de pandémie. On voit aussi ça lorsqu'on regarde en fait la proportion des jeunes avec des symptômes sévères, passer de 5 avant la pandémie, c'est augmenté à 9 pendant la pandémie, après 1 an de pandémie. La proportion des symptômes d'anxiété modérée a aussi augmenté, passant de 10 avant la pandémie à 14 pendant la pandémie. Là, je vous parle des jeunes adultes, là, puis je sais que plusieurs d'entre vous doivent se demander qu'est-ce qui se passe pour nos adolescents. La santé mentale des adolescents est aussi très importante. C'est un moment de la vie qui
qui est caractérisé là, par plein d'opportunités, mais beaucoup de fragilité. Je sais que Dr Généreux va vous présenter dans quelques instants son étude qui porte sur les adolescents, mais je veux ici juste mentionner rapidement que ce qu'on observe pour nos jeunes adultes au Québec est aussi cohérent avec ce qu'on observe là, pour des populations plus jeunes à travers le monde. Ici, en fait, c'est les résultats d'une revue systématique de la littérature avec méta-analyse qui a combiné en fait 29 études. L'âge moyen des participants était 13 ans. Et dans cette étude, ce qui a été observé, c'est aussi une augmentation là, de la dépression et de l'anxiété. Les taux de dépression qui combinaient en fait les différents seuils, là, modérés, sévères selon l'étude, étaient de 25% pour la dépression, 20% l'anxiété. Et les estimés étaient plus petits, en fait, pour les études de meilleure qualité, là, surtout les études longitudinales, entre 12 et 18%. Maintenant, je veux préciser que la détérioration de la santé mentale qu'on observe n'a pas été uniforme pour tous. En fait, c'est les jeunes qui n'avaient pas de problème de santé mentale au départ qui ont le moins bien été pendant la pandémie. Et ça, c'est illustré là, par la ligne rouge sur la figure. C'est aussi un patron qu'on observe là, ailleurs dans le monde, dans d'autres études longitudinales, notamment en Australie, aussi en Hollande. Pour les jeunes qui avaient une moins bonne santé mentale avant la pandémie, donc la ligne verte, ces jeunes-là ont été un peu mieux au début de la pandémie, puis ensuite ont retrouvé leur niveau de base. Maintenant, les idées et les tentatives de suicide. Dans cette étude, en fait, on n'a pas observé de changement pour la prévalence des tentatives et des idées suicidaires sérieuses. Là, ici, je veux juste rappeler une limite des études longitudinales. Les études longitudinales sont très, très riches, mais comportent aussi des limites lorsqu'on s'intéresse aux changements dans la santé mentale. C'est-à-dire que la période de l'adolescence, jeune adulte, c'est une période avec beaucoup de changements développementaux. Là, si je prends les tentatives de suicide, par exemple, on sait que ça augmente la prévalence augmente et ça culmine autour de 14-15 ans, puis ensuite, ça diminue graduellement. Donc, l'âge à laquelle on mesure, en fait, ces concepts-là peut aussi venir confondre les conséquences de la pandémie sur la santé mentale parce que c'est difficile de savoir est-ce qu'on n'observe pas de changement parce qu'il n'y a pas de changement ou parce que c'est confondu avec les aspects développementaux. Donc, voilà, donc là, je vous ai présenté les résultats d'une étude longitudinale qui porte sur les symptômes dépressifs, anxieux, idées, tentatives de suicide. Maintenant, je vous amène aux conséquences de la pandémie sur les visites aux urgences. Ici, ce sont des résultats d'une étude dirigée par le docteur Nicolas Chady avec son étudiante Gabrielle Baudry. Et cette figure fait état en fait des visites aux urgences à l'hôpital Sainte-Justine pour des problèmes de santé mentale, tout problème de santé mentale confondu. En haut, c'est selon le groupe d'âge, donc la ligne orange, c'est pour les enfants, 5 à 11 ans, et la ligne bleue pour les 12 ans et plus. Et ce qu'on voit, en 2020, là, quand la pandémie est arrivée, une diminution des visites aux urgences. Je pense que les gens avaient peur de se présenter aux urgences par peur d'être infectés par le virus. Mais en 2021, il y a eu une grande augmentation là, des visites aux urgences qui est surtout marquée pour les adolescents là, de 12 ans et plus. La figure du bas illustre les visites aux urgences, problèmes de santé mentale pour les garçons et les filles. Les deux sexes ont augmenté les visites aux urgences, mais de façon plus marquée, en fait, les filles. Et là, ici, je vous parle de tout problème de santé mentale confondu, mais je sais que des analyses ont été menées pour essayer de voir s'il y avait des problèmes de santé mentale qui suscitaient plus de visites aux urgences. Et ce qui est ressorti, ce sont les troubles alimentaires, les idées et les tentatives de suicide.
Pour poursuivre sur le thème là, des idées, des visites aux urgences pour problèmes suicidaires, juste mentionner que les données de l'INSPQ, donc de l'Institut de la santé publique du Québec, qui ont été mises à jour là, en février 2022, vont aussi dans ce sens. La figure illustre les visites aux urgences pour idées suicidaires à gauche chez les 10 à 14 ans, chez les garçons et les filles, et à droite, c'est pour les 15 à 19 ans. Et on voit le même patron de résultats, ce qui est observé pour l'hôpital Sainte-Justine, c'est-à-dire une diminution en 2020 des visites, suivie d'une augmentation là, très marquée pour les deux groupes d'âge chez les filles en 2021. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec la mortalité par suicide? C'est encore tôt pour se prononcer parce qu'au Québec, les données 2020, les données officielles ne sont pas encore disponibles. Ça prend du temps, les enquêtes du coroner, mais dans son rapport, l'INSPQ suggère que les données préliminaires ne semblent pas indiquer d'augmentation de la mortalité par suicide pour 2020. Cependant, c'est une affirmation qui est faite lorsque tous les groupes d'âge sont combinés, pardon, il faut attendre pour voir ce qui se passe là chez les plus jeunes. Donc, maintenant, la troisième étude, qui est une étude en cours, c'est une revue de la littérature en direct. Parce que pour donner vraiment leur juste, à savoir ce qui se passe sur la santé mentale des jeunes au Québec, au Canada pendant la pandémie, c'est important aussi de combiner les résultats là, d'études différentes ensemble dans une revue de la littérature. Donc, avec un collègue, on mène une étude une revue systématique de la littérature pour essayer de capter la santé mentale des jeunes de 0 à 24 ans résidant au Canada pendant la pandémie. Donc, c'est dans cette revue de la littérature, on s'intéresse à la santé mentale de façon générale. Il y a beaucoup d'études qui ont porté sur dépression, anxiété, suicide, mais on a moins d'informations pour d'autres problèmes de santé mentale, comme les problèmes de santé mentale externalisés, par exemple. Donc, on adopte une définition large de la santé mentale pourvu que la santé mentale soit mesurée à l'aide d'un instrument validé. On s'intéresse aussi en parallèle à l'utilisation des services de santé mentale de toutes sortes, là, à la fois la prescription de médicaments, les visites aux urgences ou les appels aux lignes d'écoute. On s'intéresse aux changements, bien sûr, donc les changements avant la pandémie, pendant la pandémie ou les changements à divers moments pendant la pandémie. Donc, on se restreint aux études longitudinales ou aux études transversales répétées. On est seulement au stade, en fait, on a fait la recherche dans les bases de données en date du 1er avril. On a identifié 5819 articles uniques. On est au stade, en fait, de sélectionner les articles là, basés sur le titre et le résumé. C'est une revue en direct et on souhaite informer là, le plus tôt possible la communauté de nos résultats. Et on espère avoir terminé cette première étape d'identification des articles là, pour le 15 juin. Et on va poster nos résultats sur le site web de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Donc, vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez suivre notre recherche sur le site de l'OPES. Donc, voilà. Maintenant, je veux prendre quelques minutes pour parler de pistes de solutions. C'est important qu'on se penche sur cette question-là. Déjà, dans l'étude longitudinale des enfants du développement des enfants du Québec, pendant la pandémie, il y a 20% des jeunes adultes qui avaient demandé de l'aide psychologique pendant la première année de la pandémie. Donc, c'est un pourcentage élevé, mais c'est un pourcentage aussi qui indique que plusieurs jeunes qui sont prêts à se mobiliser pour aller chercher de l'aide, pour aller mieux. C'est important qu'on se penche sur les pistes de solutions parce qu'on sait que 70% des problèmes de santé mentale vont se déclarer avant l'âge de 25 ans et 30% se déclarent avant l'âge de 14 ans. Et je pense qu'il faut penser à des pistes de solutions qui se situent à plusieurs niveaux, à la fois des traitements spécialisés pour les jeunes qui ont des problèmes plus sévères, mais il y a aussi des interventions préventives, c'est-à-dire ciblées pour les populations à risque ou dans une perspective universelle, on pourrait penser à des stratégies de promotion de la santé mentale qui visent à améliorer le bien-être, à encourager les saines habitudes de vie pour tous. Et là,
Il y a plusieurs pistes de solutions possibles. Là, je vous en présente seulement une qui s'appelle École à ciel ouvert. En fait, c'est un programme d'intervention qui est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada et l'Observatoire. Et c'est un programme d'intervention, en fait, qui vise à tester l'efficacité d'un programme d'éducation en plein air qui implique la nature pour les jeunes. Je vous explique. Pourquoi l'éducation en plein air? Pourquoi la nature? Mais d'abord, la nature, c'est le contact avec la nature, c'est un sujet de recherche là, qui m'est cher. Et il y a plusieurs évidences qui montrent que le contact avec la nature peut être bénéfique pour la santé mentale. Par exemple, dans nos échantillons, on voit moins de problèmes d'inattention, d'hyperactivité ou de problèmes externalisés, notamment chez les filles. Dans une autre étude, on voit moins de symptômes dépressifs là, chez des populations pourtant là, à risque de dépression. C'est associé aussi à plus d'opportunités de faire de l'activité physique. Quand on est dehors, quand on est en nature, on a tendance à bouger plus. Il y a ça qui se passe, puis en même temps, il y a un grand engouement pour l'éducation en plein air là, parmi les personnes enseignantes. Avec la pandémie, les enseignants ont cherché des moyens de poursuivre les enseignements en limitant la propagation du virus. Donc, ils sont plusieurs à avoir essayé l'enseignement en plein air, puis ont constaté des effets bénéfiques là, sur la motivation, par exemple, des enfants. Mais à ce jour, en fait, il n'y a aucun programme d'éducation en plein air par la nature qui a été testé, là, qui combine les deux idées. Donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est 24 heures en nature, 2 heures par semaine, au parc voisin pendant 12 semaines. Les personnes enseignantes devront pratiquer des activités bien-être qui ciblent la pleine conscience, l'art-thérapie, la philosophie ou des activités éducatives, les mathématiques, le français, les sciences. Les personnes enseignantes seront aussi formées à l'enseignement en plein air et seront encadrées également là, sur une base là, hebdomadaire. Nos activités éducatives ont été développées par un expert en pédagogie, le docteur Jean-Philippe Ayotte-Baudet, qui détient aussi une chaire de recherche sur l'éducation en plein air. Là, ici, c'est juste pour vous montrer un exemple d'activité, la chasse aux nuages. Donc, les enfants doivent se construire un observateur de nuages et doivent essayer d'identifier les différents nuages qu'ils aperçoivent à l'aide de l'observateur. C'est une activité scientifique. On a aussi des activités bien-être développées par la docteure Catherine Malbeuf-Urtubise. Ici, le fait de marcher en pleine conscience dans la nature, être attentif là, au moment présent. L'efficacité de notre intervention va être testée l'an prochain auprès de 2000 enfants. C'est une étude randomisée. 40 enfants vont recevoir l'intervention, 40 seront sur une liste d'attente et on va mesurer la santé mentale des enfants à 3 reprises avant l'intervention, puis après l'intervention et 4 mois plus tard. Puis on va aussi mesurer le bien-être des personnes enseignantes parce qu'on peut penser que le fait d'aller dehors, le fait d'être en contact par la nature peut aussi aider les personnes enseignantes. Voilà, je résume maintenant quoi retenir. Les 3 messages clés sont, selon moi, que bien avant la pandémie, les problèmes de santé mentale étaient en augmentation chez les jeunes. Donc, ce n'est pas nouveau. Sauf qu'avec la pandémie, et surtout parce qu'elle persiste dans le temps, c'est ce qu'on voit avec nos données, la santé mentale de nos jeunes se détériore encore. Et ce que ça signifie, c'est qu'il faut se mobiliser pour essayer de trouver des pistes de solutions, des solutions à tous les niveaux, des traitements spécialisés à la promotion de la santé mentale. Et là, je veux terminer en parlant de l'effet Papageno parce que je suis une spécialiste, en fait, du suicide. Et en prévention du suicide, on parle beaucoup de l'effet Papageno. Qu'est-ce que c'est, en fait? Papageno, c'est un personnage de l'opéra de Mozart, La Flûte enchantée, qui passe justement actuellement à l'Opéra de Montréal. Mais en fait, dans cet opéra, Papageno est vraiment déprimé parce qu'il vit une peine d'amour. Puis il pense que la seule solution pour s'en sortir, c'est de mourir. Mais il ne va pas mourir, il ne va pas essayer de se suicider. Pourquoi? Parce que les autres personnages autour de lui l'aident à s'en sortir, l'aident à trouver des solutions à ses problèmes. Puis en prévention du suicide, on parle de l'effet Papageno pour nous inciter là, sur le plan individuel, mais surtout sur le plan collectif, là, à travers les médias, à partager plus d'histoires de guérison, d'entraide, des histoires où les gens ont des problèmes mais trouvent
trouvent des solutions, s'en sortent et s'en sortent plus forts. Je dis ça parce que c'est important qu'on parle du problème de la santé mentale des jeunes pendant la pandémie, mais c'est aussi important qu'on se mobilise, qu'on trouve des pistes de solutions, puis qu'on donne un espace aussi à parler, en fait, des pistes de solutions. Voilà, merci.